article récent, publié dans le Journal of Financial Economics, Chen, Harford et Lin s'attachent à vérifier l'impact du suivi des analystes financiers sur la bonne gouvernance d'une entreprise cotée. L'étude n'est pas simple, car la question soulève des problèmes sévères d'endogénéité. En effet, le fait par exemple que des entreprises de gouvernance médiocre soient suivies par moins d'analystes peut provenir de choix délibérés de ces derniers qui cherchent à éviter les titres qui pourraient leur ménager à l'avenir de mauvaises surprises. Pour mettre en évidence un impact du suivi régulier des analystes sur le comportement des dirigeants, les auteurs ont recours à un cadre expérimental où le nombre d'analystes suivant le titre diminue pour des raisons exogènes, à savoir la fermeture complète d'un bureau ou son absorption par un concurrent. La baisse de ce nombre est souvent brutale mais passagère. Il est donc intéressant d'observer le comportement à court terme des dirigeants de ces entreprises lorsqu'elles sont moins scrutées par les analystes. Chen, Harford et Lin trouvent le point de départ de leur analyse dans les propositions de Jensen Meckling. Une manière de réduire les coûts d'agence provenant des asymétries d'information entre actionnaires et dirigeants et de recourir à un monitoring efficace de ces derniers. Les analystes financiers fournissent à la fois un monitoring direct et indirect. En épluchant les documents publiés, en interrogeant les dirigeants, ils mettent une pression directe sur ces derniers en les obligeant à s'expliquer, voire se justifier. En publiant leurs analyses et leurs recommandations, ils contribuent à réduire les asymétries d'information et indirectement à inciter les dirigeants à mieux aligner leurs décisions avec les intérêts de leurs actionnaires. Chen, Harford et Lin privilégient ici trois impacts attendus. Le premier a trait à la trésorerie. Le risque, lorsque la gouvernance est médiocre, est que les dirigeants accumulent des excédents de trésorerie oisifs, voire qu'ils en fassent un mauvais usage du point de vue des actionnaires. Dans ce cas, la valeur marginale du cash détenu est négativement affectée. Le deuxième impact est plus direct. Des dirigeants moins surveillés peuvent être incités à se faire attribuer des rémunérations excessives au détriment de leurs actionnaires. Enfin, des dirigeants peuvent suivre leur hubris et s'engager, quand la gouvernance est faible, dans des acquisitions destructrices de valeur actionnariale, mais qui viennent conforter leur empire personnel. Le principe de la méthode d'étude est le suivant. On se place à un temps zéro où, pour une société, le nombre d'analystes qui la suivent diminue du fait d'une fermeture d'un bureau ou de son absorption. C'est le cas pour la firme Orange sur cette illustration. On recherche ensuite une entreprise comparable mais qui ne voit pas son nombre d'analystes modifié, comme pour la firme bleue sur le graphe suivant. On calcule alors un indicateur d'impact de la qualité de gouvernance, valeur marginale de la trésorerie, rémunération des dirigeants, effet des opérations de fusion-acquisition, avant et après le temps zéro pour les deux firmes en question. On observe la variation de cet indicateur dans les deux cas, en calculant les différences avant et après l'événement considéré. Enfin, on vérifie si la différence entre ces différences est significative ou pas. Par exemple, si la valeur marginale attribuée à la détention de la trésorerie a baissé significativement du fait de la disparition d'un analyste financier. La période d'étude couvre les années allant de 1999 à 2011. Les fermetures de bureaux d'analyse ont été principalement identifiées à partir de la base iBus. Les fusions ont d'abord été répertoriées
à partir de la base Thomson Reuters SDC, Mergers and Acquisitions, et complétée par des données en provenance d'IBOS. Les données boursières des firmes suivies par les analystes proviennent de la base CASP et les données comptables de Compustat. L'exclusion des firmes financières ou de services publics, ainsi que les contraintes de disponibilité, ont réduit l'échantillon à 4320 observations ou firmes années pour 1340 firmes différentes. Les données sont relativement bien réparties dans le temps. Pour mesurer la valeur marginale de la trésorerie détenue, les auteurs recourent au modèle de Folkander et Wang de 2006. Dans ce dernier, le rendement annuel du titre, en excès de celui d'un portefeuille benchmark, est régressé sur la variation de trésorerie de l'année, normée par la capitalisation boursière de l'année précédente. Pour mettre en évidence le phénomène étudié, la perte d'un analyste, une variable d'interaction, after, est introduite. Elle vaut 1 après l'événement et 0 l'année précédente. C'est le coefficient β2 qui permet de mesurer ici l'effet sur cette valeur marginale de la trésorerie. Un vecteur x de variable de contrôle est également introduit dans ce modèle. Les principales variables de contrôle sont les niveaux de trésorerie et de dette, ainsi qu'une indicatrice d'intensité des contraintes financières, indicatrice déterminée à l'aide du modèle de White-Odewu de 2006. Enfin, des effets fixes par année et par secteur ont été introduits. On peut s'attendre à ce que les effets de la perte d'un analyste soient marqués quand le titre est suivi par peu d'analystes et négligeable quand il est suivi par un grand nombre d'analystes. Aussi, Chen, Harford et Lin partitionnent leur échantillon en fonction du nombre d'analystes avant l'événement. Le sous-échantillon de faible couverture correspond au tertile inférieur, celui dit de forte couverture au tertile supérieur. L'échantillon placebo de contrôle est constitué à partir d'une sélection de titres les plus voisins de ce traité, en recourant ici à la méthode des Logit Propensity Scores. Les résultats obtenus par Chen, Harford et Lin confortent l'hypothèse initiale, du moins pour les titres à la couverture la plus faible. En effet, le coefficient β2 a un signe négatif significatif de moins 0,594, alors qu'il n'est pas significatif pour l'échantillon placebo, et que sa valeur est beaucoup plus petite lorsqu'il s'agit de titres à forte couverture. Dans les régressions complémentaires, les auteurs montrent aussi que le phénomène est propre aux firmes opérant dans les secteurs moins concurrentiels et accroissant leur trésorerie, c'est-à-dire là où les problèmes de gouvernance sont potentiellement les plus sévères. Le deuxième effet attendu de l'affaiblissement de la gouvernance suite à la disparition d'un analyste porte sur la rémunération du CEO. Pour construire leur test, Chen, Harford et Lin ont estimé, à partir de la base XUCOM, la rémunération totale de ce dernier pour l'année considérée. Salaire, bonus, attribution d'actions, d'options, etc. Ils ont ensuite considéré le logarithme de cette rémunération totale et ont eu recours au modèle de Gabé et Landier de 2008 pour estimer une rémunération excès. Cette mesure est le résidu d'un modèle de régression linéaire prenant en compte la taille de l'entreprise et des effets fixes par secteur et par année. Les auteurs apparient ensuite chaque firme de l'échantillon concerné, ou firme traitée, avec une firme qui n'a pas été affectée par la perte d'un analyste et qui est très voisine
en termes de caractéristiques financières. Plusieurs méthodes d'appariement ont été utilisées, mais les résultats ne sont guère modifiés. Les auteurs calculent ensuite les variations des mesures de rémunération en excès entre 1 an avant et 1 an après la perte de l'analyste. Enfin, une statistique D/D est estimée en faisant la différence entre les moyennes des variations observées pour les deux populations avant et après l'événement. Concernant ce deuxième impact, les effets sont comparables aux précédents. La rémunération en excès des dirigeants est significativement plus élevée après la perte d'un analyste quand la couverture initiale est faible et quand l'exposition à la concurrence est réduite. L'intensité de la concurrence étant appréciée au niveau des 48 secteurs de Fama French à travers un indice d'Erfandal sur la concentration des ventes. Les études complémentaires par régression, qui ne sont pas reprises ici par parcimonie, suggèrent aussi que pour ces mêmes firmes, la sensibilité de la rémunération du CEO à la performance semble réduite après le départ d'un analyste. Le troisième effet d'un affaiblissement de la gouvernance, envisagé par Chen, Harford et Lin, est une croissance externe moins favorable aux actionnaires. Pour le mettre en évidence, les auteurs identifient 1464 opérations de fusion-acquisition, exclusivement domestiques, concernant les entreprises de leur échantillon. Ils estiment les effets sur la valeur actionnariale à travers les CAR, ou résidus anormaux cumulés, observés sur une fenêtre de 5 jours autour de l'annonce de l'opération. Comme précédemment, les auteurs recourent à la méthode dite D/D en calculant la variation de ces CAR entre la période précédant la disparition de l'analyste et celle lui succédant. L'analyse est conduite pour l'échantillon de traitement et pour un échantillon de contrôle composé de firmes ayant réalisé des fusions-acquisitions répertoriées dans la base SDC, mais non affectées par la disparition d'un analyste. Ici encore, les effets mis en évidence vont dans le même sens. Une moindre couverture par les analystes est associée à de plus mauvaises acquisitions du point de vue des actionnaires. Les différences observées sur les CAR sont particulièrement significatives pour les titres initialement les moins couverts et pour les sociétés les moins exposées à la concurrence. Des tests complémentaires montrent également que la probabilité de réaliser des acquisitions destructrices de valeur se trouve également significativement augmentée dans les deux cas. Chen, Harford et Lin fournissent de nombreux résultats complémentaires que nous pourrons tous reprendre ici. Notons toutefois que les prévisions des analystes restants apparaissent de moins bonne qualité quand ils sont moins nombreux. Le biais d'optimisme est plus grand. Tous les effets précédents, trésorerie, rémunération, CR associé aux fusions-acquisitions, sont plus marqués quand l'analyste disparu était plus sévère que ses confrères, plus sévère que la moyenne, ou encore que l'analyste pouvait être considéré comme analyste indépendant. La liquidité du titre paraît elle aussi affectée du fait de l'accroissement de l'asymétrie d'information. Enfin, tous ces effets ne paraissent pas persistants. En moyenne, le nombre d'analystes ne reste pas à son niveau plus faible. Dans un espace de 3 ans, il revient vers son équilibre précédent. Les mesures des effets 3 ans après l'événement montrent qu'ils ont alors disparu. Il s'agit de phénomènes transients qui trouvent leur épilogue par la dynamique même des marchés. Enfin, Chen, Harford et Lin vérifient si les dirigeants profitent de la moindre surveillance des analystes pour manipuler plus fortement leurs résultats comptables. Ils empruntent à Roy-Choudhury une mesure des manipulations à partir des opérations réelles
l'accélération des ventes ou du stockage par exemple, et à Jones, une mesure des manipulations portant sur les acronymes. Dans les deux cas, Chen, Harford et Lin mettent en évidence une augmentation significative de ces deux indicateurs de manipulation. Il apparaît donc bien une politique plus active de gestion des résultats comptables à la faveur d'une moindre surveillance des analystes. En conclusion, cet article de Chen, Harford et Lin met en évidence un rôle efficace des analystes financiers en matière de monitoring des relations entre dirigeants et actionnaires et en matière de réduction des coûts d'agence potentiels. Dans un cadre expérimental où le nombre d'analystes décroît de manière exogène, ils ont pu noter des effets liés à une gouvernance dégradée. La contribution marginale de la trésorerie à la valeur actionnariale diminue. Cette trésorerie est donc stockée de manière plus oisive, voire exposée à des usages peu favorables aux actionnaires. La rémunération totale en excès des dirigeants a tendance à augmenter, ces derniers accaparant ainsi plus de valeur au détriment de leurs actionnaires. Enfin, ils engagent plus de fusions-acquisitions, contribuant à leur empire, mais non à la création de valeur. Tous ces effets sont surtout marqués pour des sociétés peu suivies ou peu exposées à la concurrence. Pour ces dernières, la disparition d'un analyste est donc une mauvaise nouvelle.